Alors, je me présente Frédéric Martin, je suis la directrice technique du CERCI Interface et je suis accompagnée de Frédéric Merle, qui je vais laisser se présenter dans quelques instants. Je vous souhaite la bienvenue donc, à cet après-midi dédié aux emballages alimentaires et dans le cadre d'une manifestation plus large sur la partie recyclage qui va nous occuper cet après-midi. Donc, je vous propose de vous présenter très rapidement le programme qui nous attend. C'était la slide d'après, voilà. Donc, il est presque 14 heures, on est quasiment à l'heure. Alors, on a plusieurs temps en fait avec la problématique du recyclage, comme elle est vraiment en alimentaire, elle concerne différents maillons de la chaîne de valeur. Donc, dans la construction de l'atelier avec Frédéric et toute l'équipe, en fait, on s'est attaché à l'illustrer par rapport à différents éléments clés de la chaîne de valeur. Donc, on aura bien sûr un témoignage déjà de Citeo sur ce sujet-là qui va nous faire un état des lieux. La problématique de qu'est-ce qu'on fait des emballages ensuite, même s'ils sont recyclables. Donc, c'est pour ça qu'en intervention de Veolia, des points plus aussi orientés sur les nouvelles techno et puis sur des nouvelles options avec Recyclas, qui va nous être présenté par Yves du Cru de Polymère. Il nous était important, donc on fait une petite pause vers 15h35. Il était important, donc, comme on est sur une problématique d'emballage agroalimentaire, d'avoir le retour d'expérience d'entreprises qui sont à la fois donc, dans le secteur des boissons, avec les sources Alma, et dans les fruits rouges, avec Fruits Rouges & Co, donc avec un différent type d'emballage alimentaire avec des contraintes à chaque fois qui sont différentes. Un petit focus sur la perception par le consommateur. Et un petit point toujours intéressant sur comment, dans la mesure où on a un plan d'action à préparer, comment on peut le financer avec notamment une intervention de l'ADEME en bout de ligne. Et donc, ce qui nous amènera vers 17h, un petit temps de conclusion et d'échange qui nous permettront de faire du réseau et de discuter entre nous. Voilà, je vous propose d'enchaîner donc, sur la suite. Donc, on avait une petite diapo en fait, pour présenter les mardis de l'emballage. En fait, cette journée-là en fait, fait partie d'un cycle qu'on a concocté à plusieurs partenaires sur le sujet. Peut-être, Fred, si tu veux en dire un mot. Merci Frédéric. Donc, bonjour à tous, je me présente également, je suis Frédéric Merle, donc responsable du développement chez Eura Materials, que je vais vous présenter ensuite. Effectivement, cet atelier s'inscrit dans un cycle d'ateliers, donc des mardis de l'emballage alimentaire, organisé en collaboration entre Certia et Eura Materials, et dont l'objectif est vraiment de faire le point sur l'évolution de l'actualité réglementaire, les tendances, les innovations au niveau de l'emballage, et notamment, bien sûr, de l'emballage agroalimentaire. Mais c'est aussi essayer de fédérer un petit peu les acteurs de la filière autour de questions qui vous concernent tous, évidemment, parce qu'on sait à quel point les enjeux liés à l'emballage alimentaire sont complexes. Et pour les résoudre, il faudra que toute la chaîne de valeur, à un moment donné, soit impliquée sur ces questions. Donc, l'idée, c'est de créer un espace d'échange. Si on arrive à faire communiquer ensemble les différents acteurs de la chaîne de valeur, ben, on aura peut-être déjà des idées ou en tout cas des pistes pour trouver des solutions. C'est aussi, bien sûr, faire remonter les besoins des usagers, même si on sait que les usagers ont des besoins qui parfois peuvent être très contradictoires, surtout dans le domaine de l'emballage. Et peut-être, en fin de compte, l'objectif, ça serait aussi de créer des groupes de travail pour, pourquoi pas, concevoir des emballages ou avoir des projets de conception sur certains types d'emballages. Et également, peut-être aussi, on fera un petit point, on en parlera, mais on monte actuellement un projet européen sur le recyclage. Donc, ça sera aussi un autre sujet qu'on pourra aborder et pour lequel certains d'entre vous pourraient être intéressés pour suivre les avancements de ce projet. Alors, juste en 2 mots, assez rapidement, pour vous présenter Eura Materials. Oui. D'accord. Merci. Donc, ici, vous êtes sur le site du CETI, donc le Centre européen des textiles innovants, qui regroupe ce centre technique, mais également un cluster donc matériaux qui aura Materials, un incubateur où il y a actuellement une vingtaine de porteurs de projets qui sont incubés, un accélérateur et un club d'entreprises textiles, Uptex. Donc on est tout un écosystème ici autour
des sujets liés à la transformation des matériaux. Donc, au sens large, hein, quand on parle de matériaux, il y a le textile évidemment, mais les matériaux liés à l'emballage, puisque le plastique, le carton, sont vraiment au cœur de notre activité. Et c'est pour ça qu'on a décidé, aussi en lien avec l'évolution de la réglementation, des enjeux réglementaires et les besoins des industriels, de consacrer une partie de nos activités sur l'emballage. Alors, c'est l'animation, comme ces ateliers, c'est aussi la participation à des projets, le montage de projets autour de ces thématiques liées à l'emballage. Et pour cela, on a besoin, bien sûr, de collaborer avec vous, les acteurs du recyclage, les acteurs de la régénération, du tri, et les fabricants également d'emballage. Enfin, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, toute la chaîne de valeur pour arriver à avancer tous ensemble. Voilà, voilà pour moi. Donc, je te repasse la parole, Frédéric. Oui, merci. Donc, je vais faire très vite. Oui, il y avait une petite diapo sur le CERCI Interface. Donc, très simplement, si vous ne retenez qu'une chose de ce qu'on fait au niveau du CERCI Interface, c'est qu'on accompagne des entreprises agroalimentaires de la région Hauts-de-France dans leur démarche d'innovation. Donc, ça peut être soit des éléments plus produits que verront le consommateur, soit des éléments plus procédés de fabrication avec des notions de performance globale. Alors, ça peut être effectivement des choses liées au traitement des déchets. Bon, en ce moment, évidemment, la question sur l'énergie, elle est devenue cruciale. Donc, oui, il y a un exemple de thématiques sur lesquelles on intervient. Donc, vous avez en bas le site, l'adresse du site pour plus d'informations. Donc, je pense qu'on va faire court là-dessus. Donc, on va continuer sur le vif du sujet aujourd'hui, donc l'atelier qui nous occupe. Donc là, il y a des petites informations pratiques. Donc là, quand on est en direct, c'est assez simple. Vous levez la main pour les questions. Le micro, on l'a sous la main. N'hésitez pas à user et abuser du chat quand vous êtes en distanciel. Et puis, il y a des temps d'échange à l'issue de chaque session qui sont prévus. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, allez-y tranquillement pour poser vos questions. Et puis, bien sûr, oui, sur l'aspect support, ça sera envoyé, en fait, la partie qui est projetée dans quelques jours. Et on demande toujours un petit questionnaire de satisfaction à la fin, mais ça, on verra tout à l'heure. Voilà. Pour les modalités opératoires, si c'est tout bon, je vous propose de continuer et on va entrer directement sur la première intervention. Et donc, je vais demander à Vincent de venir. Alors, voilà, Zapette. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation pour aborder cette question des emballages, lesquels seront recyclables en 2025, lesquels seront d'ici 2030, quel est le cadre pour tout ça. Oh, je mets... Comme ça, je peux les passer. Très bien. Hop. Et du coup, ça projette la vidéo et pas les slides. C'est pas très grave. Hop, ça y est. Citeo en 2 mots, parce que on est un peu connu. Une entreprise privée. Donc, on est une entreprise privée, on ne collecte pas des taxes, on est une entreprise privée, mais à but non lucratif. Et on est agréé par l'État pour s'occuper de la fin de vie des emballages. Donc ça, c'est le cœur de métier. Financement public, donc c'est financement privé, pardon, c'est des entreprises qui financent le système, donc qui financent 80% des coûts de collecte et de tri des emballages, les 20% restants étant financés par les taxes locales. Et donc, ça permet de couvrir les coûts, sinon le recyclage ne serait pas viable. Donc, petit à petit, Citeo s'est développé sur un certain nombre de services dont moi, je fais partie. Moi, je travaille dans l'équipe éco-conception. Donc, on accompagne nos 20 000 clients à avoir des emballages qui ont moins d'impact sur l'environnement, que ce soit par le choix des matériaux, en utilisant des méthodes type ACV, sur le réemploi, de plus en plus. On a une grosse activité réemploi en ce moment. Et bien sûr, la recyclabilité dont on va parler aujourd'hui. On gère, chaque année, on a un peu plus de 5 millions de tonnes d'emballages qui sont mis sur le marché. Donc c'est ça, concrètement, qui arrive en déchets et qu'il faut gérer. Donc il y a principalement du verre, si on regarde en tonnage. Ce qui est intéressant avec cette slide, c'est si je le mettais en nombre d'emballages et pas en poids, ce ne serait pas du tout le même graphique. Là, je gère beaucoup plus de plastique et de carton. Mais en poids, c'est le verre. Donc 5 millions de tonnes d'emballages à gérer, avec un taux de recyclage autour de 70%. Donc, il y a encore des gains à aller chercher. Donc, ça, c'est une grosse activité de Citeo, d'aller chercher les tonnes qui ne sont pas triées par les citoyens. Parce il faut encore gagner quelques points. Et puis, il y a des emballages qui ne sont pas recyclés parce qu'ils ne sont pas conçus pour être recyclés.
Ça existe. On a des emballages en verre, des emballages en papier carton, des emballages en métal qui sont mal conçus pour le recyclage. Pas beaucoup. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pas un thème qu'on met beaucoup sur le devant de la scène. On a une grosse question, là je l'ai entouré sur tous les matériaux que j'ai pas cités là et qui sont pas du plastique. Le bois, la céramique, le tissu. C'est des emballages, pour l'instant, dans la loi française, sont interdits en 2030. Donc quand on fait de la crème brûlée à mettre au four, il va falloir se réinventer par rapport à la céramique. Et puis, donc plastique, où là, on est à 65% des emballages mis sur le marché qui sont recyclables et 35% qui ne le sont pas encore et qui vont devoir le devenir en un temps record. Alors, on a des obligations. Pourquoi on parle autant de recyclabilité? C'est parce qu'on a des obligations dans le droit national et dans le droit européen d'ailleurs, mais dans le droit national, où il faut tendre vers 100% d'emballages plastiques recyclables. Et en 2030, il faut que tous nos emballages soient recyclables, sinon ils seront interdits, quels que soient leurs matériaux. Et que veut dire recyclable? On va revenir dessus. C'est défini depuis mai dans un décret qui a été publié en France. Donc on a une définition en France du mot recyclable qui est franco-française. Super pour l'harmonisation européenne. Les Espagnols, les Allemands ont aussi pris leur définition nationale, pas franco. Et donc voilà, on a ce vrai débat avec la Commission européenne actuellement sur comment on arrive à retomber sur nos pattes et avoir une définition qui convient à l'Europe et pas que chaque pays. Mais en tout cas, on a une définition en France. Et donc ça, c'est important pour comprendre comment faire les emballages recyclables. C'est finalement, déjà, c'est quoi la définition? Donc on a beaucoup de textes en fait, qui n'étaient pas précis jusqu'à ce décret de mai 2022, avec une référence au tableau, qui finalement donne le cadre de la définition de la recyclabilité et qui dit, pour le détail, appuyez-vous sur les éco-organismes. Donc on a 2 éco-organismes, Citeo, dont je fais partie, et l'ECO, qui gère les emballages ménagers. Et donc appuyez-vous sur les éco-organismes pour le détail. Et donc nous, on a publié une méthodo recyclabilité. On s'appuie sur des référentiels comme le COTREP pour les plastiques, le CEREC pour les papiers cartons, Alutrec, c'est un petit nouveau sur les alus, pour faire ces recommandations et pour définir la recyclabilité d'un emballage avec toute la chaîne de valeur, donc pas tout seul. Et on voit qu'au niveau européen, il y a beaucoup de structures qui se positionnent dessus. Il y a des travaux de la Commission européenne, la DG GROW et la DG ENV, qui sont 2 ministères européens, n'ont pas la même approche et débattent. Et là, on va avoir des décisions d'ici la fin de l'année là-dessus, sur la définition européenne. On entend parler de guidelines de PETCOR, Recyclas, CEFLEX, Recoupe, Cyclos. Il y en a plus de 30 différentes. Donc là, aujourd'hui, les industriels, c'est très compliqué de se repérer et de savoir qu'est-ce qui est recyclable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc tout un besoin d'harmonisation qui va avoir... Donc en France, on a acté que c'était méthode Citeo et COTREP pour le plastique, CEREC pour le carton. Et petit à petit, on va avoir besoin de cette harmonisation et de se rapprocher d'approches qui existent dans d'autres pays pour que ça puisse avancer et qu'on ait un marché où les biens circulent librement. Nous, notre définition en France, elle est plutôt simple. Il faut que l'emballage puisse aller dans le bac jaune. Donc, qui est les Français aient un accès au tri à plus de 90%. Donc, c'est pas forcément... Aujourd'hui, c'est le bac jaune ou le bac de verre. On accepte, bien sûr, des collectes parallèles, par exemple des machines qui récupèrent des bouteilles contre 1 centime, si on arrive à couvrir 90% des citoyens. Il y a des collectes, par exemple, on peut discuter avec les gens qui collectent les bouchons de bouteilles de vin en liège pour essayer de les recycler. Voilà. Donc la règle, c'est qu'il faut qu'ils couvrent 90% des citoyens pour être reconnus. Ensuite, il faut que ce soit trié, donc des flux de matière homogène, que ça rentre chez des recycleurs et que ces recycleurs soient contents d'avoir cette matière et produisent une matière de qualité, qui ait des débouchés. Et donc, on a cette méthode qui décrit tout ça avec des règles qui sont toutes simples mais qu'il faut adresser, du type, quand j'ai un pot de yaourt avec un opercule ou une barquette avec un opercule, est-ce que j'analyse la recyclabilité de l'ensemble ou de la barquette d'un côté et de l'opercule de l'autre? Il faut le décider parce que ça change tout en analyse de recyclabilité. Un exemple aussi simple que ça. Et donc là, sur cet exemple-là, par exemple, c'est que l'opercule reste avec l'emballage rigide dans 95% des cas. Sur le pot de yaourt, 70% des cas. Donc là, on retrouve 30% des pots de yaourt où il y a encore l'opercule dessus ou remis à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous faites à la maison. Il y a du coup 1 Français sur 3 qui le remet à l'intérieur ou qui ne l'enlève pas en entier et qui galère à manger son yaourt. Ça impacte le recyclage. Et c'est encore plus vrai sur une barquette de jambon où là, on n'a que 5% où les gens retirent entièrement le film. Sinon, ça pendouille au bout.
Et on a un outil, du coup, tri, pour pouvoir vous permettre de modéliser vos emballages, savoir s'ils se recyclent ou pas. Donc ça, c'est la philosophie globale. Collecter, trier, recycler, et la matière recyclée a de la valeur. Ensuite, il faut que l'usine de recyclage existe. Donc vous avez en verre les usines qui existent déjà, les filières qui sont en place. Verre, acier, alu, carton brique, PET sous forme de bouteille, les barquettes et pots en PET mais sans opercule, le rigide en PEPP, souple PE. Alors vous me dites si c'est trop du jargon et que vous voulez des emballages concrets pour vous en rendre compte, mais ça c'est aujourd'hui ce qui existe. Et puis après, il y a 3 filières plastiques sur lesquelles on bosse et qui vont émerger d'ici 2025. C'est les PET operculés au global, y compris les PET-PE, ce qui est une nouveauté, donc la barquette de jambon. Forcément, le recyclage du PET-PE est moins intéressant que le mono-PET. Donc nous, on va continuer à pousser le monomatériau. Mais ce sera recyclable. Le PS, et notamment le PS qui coule, on est encore en train de travailler sur les PS qui flottent, donc le calage télé, la barquette expansée de poulet, de blanc de poulet. Ça, on n'arrive pas à les sauver pour le moment. On va voir si on arrive à sauver au moins les calages, parce qu'on n'a pas vraiment d'alternative sur certains produits lourds. Et puis les souples en PP. Ça, c'est vraiment aussi la grosse nouvelle, c'est qu'on va arriver à recycler les souples en PP et plus globalement les souples qui contiennent des PE et des PP, pas ceux qui contiennent du PET. Et puis une question autour du bois, qui est interdit en 2030 par la loi, mais ça embête un peu les autorités qui ne voulaient pas vraiment interdire le bois, ce n'était pas le but en mettant cette loi. Et donc, il y a un changement majeur pour arriver à recycler plus d'emballages et qu'on arrive à atteindre ce 100% d'emballage recyclable. C'est qu'en mars, un nouveau décret est tombé et qui confie la charge aux éco-organismes, notamment à Citeo, d'organiser le tri et le recyclage sur les plastiques qui sont difficiles à recycler pour les 9 prochaines années. Donc, à partir de janvier, chez Citeo, on va gérer les barquettes PET operculées, celles qui étaient en orange, le PS, les souples, mais également du PET coloré, des bouteilles en PET opaque, les bouteilles de lait. Donc on va les gérer, et du coup, ça va faire des nouveaux flux de recyclage, parce qu'on va s'engager avec des recycleurs pendant 9 ans pour les fournir en matière. L'intérêt, alors 9 ans, c'est un peu long, on peut dire bah, où est l'innovation là-dedans si on est coincé pendant 9 ans, mais en fait, ça leur permet à eux d'aller voir leur banquier et d'avoir l'argent pour investir. Ça vous permet à vous, quand on fait du design d'emballage, d'avoir une vision. Tiens, vous faites tel design, vous faites tel investissement de ligne et ça va marcher pendant 9 ans en termes de recyclabilité. Puis si elles sont là encore dans 9 ans, il y a des chances que ça continue, si ça fonctionne. Mais voilà, et donc on va... Là, c'était l'organisation des centres de tri jusqu'à présent. Donc on avait principalement des tris en une étape, un petit peu de tri en 2 étapes, et puis un tiers des collectivités locales qui n'étaient pas prêtes pour basculer en 2022, fin 2022, sur l'extension des consignes de tri à tous les emballages. Et donc, dès l'année prochaine, on accélère en passant systématiquement sur un tri en 2 étapes sur les plastiques pour pouvoir sortir plus de flux et aller recycler des emballages qu'on ne recyclait pas jusqu'avant. Et donc, à contrario, il y a des structures, j'ai parlé des souples qui contiennent du PET, mais pour l'instant, les rigides PET colorés, ils ne sont pas forcément de filière, donc la barquette de plat micro-ondes en CPET. On ne sait pas comment on va la recycler, celle-là. L'avoir en tête. Donc le bois. Sachets, fruits et légumes, c'est un cas compliqué parce que la loi les impose en compostable, mais la loi dit aussi qu'on n'a pas le droit de les composter. Bon, on va quand même les composter avec les déchets, sans doute pour la collecte des biodéchets. Et puis il y a des choses où, ça y est, c'est fini, entre guillemets, on n'arrivera pas à les recycler, comme les intercalaires PS entre les tranches de jambon, les emballages en PVC, que ce soit dans le médicament, dans la charcuterie, on en a encore pas mal. Des grosses discussions autour de l'ABS dans la cosmétique, les boîtiers de maquillage. Et puis des matériaux dont on a beaucoup entendu parler dans les plastiques, comme le PLA ou les PHA, où pour l'instant, il n'y a pas de filière à l'horizon pour les 9 prochaines années qui se dessinent. Et puis céramique, grès, tissu, qui est aussi non recyclable, donc ils vont petit à petit disparaître, sauf si des filières de recyclage émergent d'ici 2030. Et donc, une fois qu'on est tombé dans la case verte, que la filière de recyclage existe, comme je disais, on a en France un organisme qui s'appelle le COTREP depuis 2001,
qui va vous dire, alors ça c'est un exemple sur le plastique, qui va vous dire quelle barrière vous pouvez utiliser et quelle autre vous ne pouvez pas utiliser. Quel type d'étiquette vous avez le droit de mettre, quelle fermeture. On en discutait là juste avant la conférence. Toujours la question de combien de VOH j'ai le droit de mettre dans mon emballage en PE. Autant que vous voulez en France. Pas d'enjeu. Ça n'a pas d'impact sur la filière au global. Dans d'autres pays, par contre, il y a un impact, donc à 5% généralement, 6% selon recyclage, 5% selon cyclos. Donc après, ça va dépendre du pays, dépendre des certificats. Il faut forcément s'adapter aux autres pays. Nous, on connaît la France, on a fait ces guides avec le COTREP, avec les producteurs de matières premières, les fabricants d'emballage, les marques, c'est Citeo, et les recycleurs. Et donc, on a la même chose sur les papiers cartons, sur l'alu, sur l'acier. Et on espère bien pouvoir le faire sur le verre aussi, avec la filière. Pour l'instant, on l'a fait tout seul au niveau de Citeo, mais on aimerait bien les impliquer pour le faire ensemble. Et concrètement, quand vous allez sur Tri ou quand vous faites votre analyse de recyclabilité, ça donne ça. Ça vous dit qu'un cavalier carton, il est recyclable à 96% et un pot yaourt, aujourd'hui, c'est 0. Et d'ici je vous ai dit, on va créer la filière PS, donc d'ici 2-3 ans, on va pouvoir le recycler lui aussi et lui mettre un score positif. J'ai cité différents organismes européens, juste pour que vous compreniez pourquoi on n'harmonise pas, pourquoi c'est pas plus simple. C'est parce qu'on peut harmoniser. En fait, la méthode pour définir recyclable, on pourrait l'harmoniser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire là. Nous, au niveau de Citeo, je prends la direction des travaux d'harmonisation au niveau européen via les normes, via le CEN et la FNOR, pour essayer justement d'harmoniser ce qui se passe entre pays et donner des recommandations communes. Et notamment, qu'est-ce qu'on entend par recyclable? La gouvernance, qui décide? Quand on fait des tests et que les résultats sont un peu rouges, un peu verts, et que c'est difficile de trancher, qui décide? Est-ce que c'est un vote de toute la chaîne de valeur? Est-ce que c'est, comme dans certains pays, c'est les recycleurs? Dans certains pays, c'est un expert qui tranche? Est-ce que c'est au consensus? Bon, voilà, la gouvernance est assez importante dans ce sujet-là. Et le dernier, c'est la réalité terrain. Je ne fais pas le même design, malheureusement, d'une bouteille si elle est collectée en machine de déconsignation, comme c'est le cas en Allemagne, ou dans le bac jaune, comme c'est le cas en France. Malheureusement, ce n'est pas la même collecte, ce n'est pas le même centre de tri, ce n'est pas le même recycleur. Le design est un peu différent. Il faut l'accepter parce que le terrain est différent. Donc voilà, donc là, c'est juste pour vous dire, on continue de créer de la connaissance sur la recyclabilité des emballages via le COTREP. Donc petit à petit, on complète les bases. Par exemple, un des gros trous qu'on a dans la raquette actuellement, c'est si on part sur les barquettes, c'est les skins qu'on n'a pas encore traités, les buvards qu'on n'a pas encore traités. Donc ça va arriver. Mais voilà, on continue de créer de la connaissance. Et sur les PE, la grande question du moment, c'est les PE métallisés pour apporter la barrière. Comme ça existe dans le monde du PP ou du PET, perdre une couche très très fine de métal, 300 angstrom, donc on en a une quantité très très faible, mais ça peut avoir un impact au tri et au recyclage, donc on le teste en labo, enfin en pilote, et chez un industriel du recyclage, grandeur nature, 3 tonnes de matière qui passent pour se faire un avis. Et donc tout ça est publié. Et une fois qu'on sait si ça se recycle pas, quand on est face à quelque chose qui ne se recycle pas, on lance des projets, des appels à projets, pour que des industriels s'engagent. Donc on travaille sur l'operculage des barquettes PET, sur les pots de yaourt 100% PS, ou encore sur des souples, sur des passages en mono-PE, notamment en remplaçant le PET par des PE orientés. Donc tout ça, c'est des choses qu'on accompagne. On va le faire encore. Donc en cours, on a les emballages de la cosmétique qu'on essaie de faire évoluer. Parce que là-dedans, on a de l'ABS, du SAN, des choses qui vont devoir évoluer. On va lancer des nouveaux appels à projets sur les manchons sur bouteille, très prochainement. Juste après, sur les opercules sur barquettes PET. Donc voilà, c'est à chaque fois là où on sait qu'il y a un problème, on essaie de relancer des appels à projets pour que les entreprises puissent participer et s'investir. Et concrètement, à la fin, on va jusqu'à la mise en marché, c'est ce qu'on espère. Donc ça, c'est le pot tout en PS, où il n'y a plus d'étiquette. C'est un IML PS sur PS, ça n'existait pas, et un opercule PS. Et donc ça, on avance vite avec les industriels. Donc ça, on le fait avec Tribala, Sojasen, et les industriels de l'emballage, pour essayer de casser le code et arriver de marché, et arriver concrètement révolutionner cet emballage pour qu'il s'insère mieux dans l'économie circulaire. Bon, voilà, simplement pour dire, on y arrivera qu'en le faisant ensemble, parce qu'il y a tous les maillons de la chaîne qui sont engagés dans cette démarche, et qu'il faut bien comprendre les contraintes des uns des autres, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible pour y arriver. Merci.
Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions particulières? Oui. Merci. Fouad Laoutier, responsable scientifique chez Materianova à Mons. Par rapport au polystyrène recyclé, il n'y a pas de problème de styrène résiduel qui pourrait être formé lors de l'opération de recyclage mécanique? Mieux pour les personnes à distance. Non, faut le gérer. Faut le gérer au sein de l'usine de recyclage. Par contre, le styrène ou le styrène recyclé, il n'y a pas de. On maîtrise les quantités de styrène monomère qui vont s'en échapper. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, ça c'est géré, mais c'est vraiment dans l'usine où il faut éviter. Mais généralement, c'est plus un problème lorsqu'on forme le polystyrène. Quand on a 2 monomères de styrène, là il y a un vrai enjeu de gérer ces émanations de styrène. Une fois que c'est sous forme polystyrène, on a beaucoup moins d'enjeux. Sur le styrène, donc sur les emballages polystyrène, on a des procédés de recyclage mécanique, ce sera peut-être des procédés chimiques. Donc tout ça, si c'est un procédé chimique, on revient à la molécule. Hein. Donc là, oui, on va gérer comme dans une usine de production. Donc c'est plus du recyclage chimique dans ce cas-là? Il y a les deux qui existent aujourd'hui. Il y a 2 usines de recyclage mécanique du polystyrène, mais qui font des pots de fleurs, des cintres, qui n'ont pas, c'est pas des marchés qui vont grandir. Et donc du coup, oui, on a des candidatures de recycleurs et sur le mécanique et sur le chimique. Et si c'est sur le chimique, le but c'est de revenir au contact alimentaire, de refaire de la feuille laitière par exemple. Merci. Oui. Oui, Antoine Cassel, Société Vipac. Une question sur le polyamide, Oui. Notamment avec les PE dans le flexible. Recyclas a changé ses règles et maintenant autorise jusqu'à 15%, en tout cas tolère le PA jusqu'à 15%. Les règles du COTREP, c'est rouge. Ce qui est en discussion avec la PPWD, là pour 2030, le PA a été mis dans le rouge aussi, a priori. Comment on fait pour s'y retrouver? Alors déjà, le nylon, il peut être utilisé déjà à plusieurs endroits dans les films. Il peut être utilisé dans des adhésifs et il peut être utilisé comme barrière. Déjà, nous, on fait une différence entre les deux. Utilisé comme barrière, si on prend un classique, un nylon classique, un 6.6, et qu'on le met dans un film PE, et que ce film, on essaye de refaire du film, ça ne marche pas. On l'a testé au COTREP, ça ne marche pas, vraiment pas du tout. Ça fait de la matière qui ne fond pas, hein, tout simplement. Les températures ne sont pas les mêmes entre le PE et le PP. Ça fait des infondus qui font que le film, on n'arrive plus à faire du film à la fin, notamment du sac poubelle ou refaire du film d'emballage. Alors, on ne s'est pas arrêté là et on teste avec des producteurs de nylon qui nous disent non, il ne faut pas faire le 6.6, le 6.6, on va tester d'autres nylons plus compatibles au recyclage. Et donc, pourquoi pas? Et donc, ils sont en train de tester sur la ligne qu'on a créée avec IPC, qui est à Oyonnax, ils sont en train de tester des nylons alternatifs. Et nous, si on apporte des résultats qui sont positifs, on mettra à jour notre avis. Parce que le but du COTREP, ce n'est pas de freiner l'innovation ou de freiner des barrières. Au contraire, c'est d'identifier toutes les barrières qui sont possibles pour le recyclage. Donc voilà, donc on creuse petit à petit. Recyclage, d'ailleurs, fait aussi une différence entre le type de nylon dans ses recommandations. Et puis, je ne commande pas Eunomia et l'étude Eunomia et la Commission européenne. Donc la Commission européenne a demandé une étude à un cabinet anglais sur faire une négative liste, donc une liste de produits d'emballage qui sera interdit en Europe. Le cabinet anglais a pris les recos de Tesco et les a balancés à la Commission européenne, sans aucune analyse critique. Donc, c'est globalement 80% de ce qui est marqué dedans est faux. C'est des choses qu'on recycle tous les jours en Europe. Donc là, c'est des discussions qu'on a avec la Commission européenne pour essayer de... Pourquoi pas une négative liste, mais avoir des choses qui sont concrètes et qui fonctionnent. Et puis, juste pour finir, je disais, on est en train de sélectionner des recycleurs pour les 9 prochaines années sur les films. Si on sélectionne que des recycleurs chimiques, je n'ai pas du tout la même approche sur le nylon que si on continue à faire du mécanique. Et là, il va y avoir une vraie question d'harmonisation, parce que si la France fait que du chimique, mais que l'Allemagne fait que du mécanique, par exemple, bonjour l'harmonisation des guidelines, mais c'est une réalité terrain après.
Alors, il y a pas mal de questions en visio. Alors, je pense qu'on va pas toutes les traiter, mais si on pourra prendre un temps après pour que vous puissiez répondre. Il y avait une chose sur la fin de vie des barquettes en cellulose moulée biodégradables. On les biodégrade pas, mais on les recycle avec le carton. Donc, C'est très bien. S'il y a une couche plastique, essayez de la faire la plus fine possible. Et encore mieux, du PE. Ou un PE VOH ou un polyolefine, parce que comme ça, on le reconnaît bien en centre de tri. Très bien. Alors après, ensuite, une question sur le noir de carbone dans les emballages PE. Est-ce qu'il est toujours utilisé? Alors, le noir de carbone, oui, il est encore utilisé. Noir de carbone, enfin, au-delà du noir de carbone, les colorants standards, c'est du noir de carbone de la suie qu'on met dans un emballage qui devient tout noir. Et ça bloque le tri. J'arrive plus à recycler derrière. On a un malus aujourd'hui dans le tarif Citeo de 50% pour les emballages qui ont du noir de carbone dans la masse, teinté dans la masse. Et on a validé 70 colorants alternatifs noirs qui se trient. En fait, toutes les solutions sont là. C'est un peu plus cher, donc tout le monde ne bascule pas encore. Mais tous les colorants existent. Et donc, petit à petit, oui, il va falloir arrêter ce noir de carbone. On est en train de perdre 15 000, 20 000 tonnes d'emballages encore qui ont ce noir de carbone, qui ne sont pas triés juste pour une question de couleur, de colorant pas cher. Et donc là, non, c'est plus possible de perdre 20 000 tonnes à cause d'une histoire de colorant. Ok. Donc, et y a-t-il un remplacement prévu pour des emballages en PET? Un remplacement, alors ça dépend de quel emballage. Oui, donc là, ce ne sera pas suffisamment spécifique, donc on traitera peut-être plus. Les emballages souples en PET, c'est très rare, c'est souvent des PET-PE. Ce que je disais, il faut réfléchir le passage en PP ou le passage en ce qu'on appelle en PE orienté avec donc c'est les OPE et MDOPE. Donc ça peut apporter des propriétés qui sont très proches. Une question plus très générale. Comment motiver les industriels à faire du vrai éco-design sur tous leurs emballages? Donc là... c'est mon job au quotidien, donc j'essaye de motiver tout le monde à le faire. Alors, il y a une vraie... déjà, du coup, maintenant, sur l'éco-conception globale, c'est bien de réexpliquer la démarche, parce que la loi fait vraiment le focus sur leur recyclabilité, mais ce n'est pas tout. Il faut penser aux matériaux, il faut penser à l'analyse de cycle de vie, enfin, il faut penser à réduire le poids encore, il y a encore des grammes à aller chercher. Mais en tout cas, la recyclabilité, ça s'accélère très fort avec la loi. Ça, il ne faut pas se leurrer, comme l'intégration de recyclés qui arrive aussi. Alors, une petite dernière, parce que j'en ai encore au moins 3 ou 4. Sur les intercalaires PS, pourquoi ne sont-ils pas recyclés alors qu'il est prévu une filière de recyclage pour le PS de densité supérieure à 1? Parce que la première étape, quand on fait du tri d'emballage, c'est ce qu'on appelle un tri balistique. Donc on va mettre une table vibrante penchée, ce qui est souple va monter, ce qui est rigide va descendre. Et donc là, les intercalaires, elles ne vont pas rester avec les pots de yaourt et les barquettes. Elles vont partir avec les films. Donc je les perds, c'est fichu. Donc je n'ai pas de filière pour les souples PS. On a une filière pour les rigides. Sinon, ça demanderait de tout organiser le centre de tri pour pouvoir les récupérer. Sauf qu'en PS souple, il n'y a que les intercalaires de jambon cru. Donc c'est des tonnages ridicules. On ne va pas changer nos 130 centres de tri pour aller les chercher. Oui, donc on disait dans plusieurs sujets qu'une visite de centre de tri, des fois pour les industriels, ça peut être intéressant aussi de... Toujours intéressant de comprendre comment ça se passe et comment les emballages sont orientés vers un flux ou un autre. Voilà. Ce que je vous propose, si vous avez un petit peu de temps après, c'est de traiter les questions une par une, parce que j'ai peur qu'on prenne du retard sur la suite des interventions. Écoutez, merci beaucoup déjà pour cette intervention. Donc, je pense il va y en avoir d'autres dans le reste de l'après-midi. Et je vous propose de continuer donc sur l'intervention suivante. Donc, on accueille maintenant Nicolas Pont, qui est responsable d'éco-conception chez Veolia. Donc, Nicolas, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc voilà, Nicolas Pont, directeur éco-conception de Veolia et aujourd'hui représentant de CIRPAC by Veolia, donc une filiale ex-Suez qui a rejoint les équipes de Veolia depuis quelques mois suite au rachat de Suez par Veolia. Donc rapidement, une petite présentation de Veolia. C'est moi qui passe les... Je vous ai mis à l'écran quelques exemples de matières que l'on recycle tous les jours chez Veolia. Alors, comme vous voyez, c'est largement plus vaste que l'emballage. On fait aussi beaucoup d'emballages ménagers,
mais on fait aussi surtout beaucoup d'industriels, de chutes de production, donc des cartons, de l'alu, des biodéchets, de la fonte, du bois. Entre nous, on fait 1 million de tonnes de recyclage de bois chaque année, toutes sortes de biodéchets, de coproduits, et du verre, etc. J'aurais pu vous mettre beaucoup plus de photos, mais voilà, notre activité de recycleur, ça consiste en ça. Alors, Veolia, en France, c'est 98 centres de tri, donc répartis, comme vous voyez sur la carte, un peu partout en France. Et il y a la moitié de ces centres de tri qui font de la collecte sélective, et l'autre moitié qui font surtout des déchets industriels. Donc, ce ne sont pas les mêmes process, ce sont deux typologies de centres de tri, et certains font les deux, ça arrive aussi. Mais voilà, c'est deux activités chez nous pour ce qui est du recyclage. On a 57 centres de traitement biologique, qui sont des plateformes de déchets verts, de bois, de compostage, de tri mécano-biologique, assez bien maillés, surtout dans l'ouest de la France. Et on a aussi 5 usines de recyclage de plastique en France, donc qui travaillent sur les plastiques issus de la collecte sélective, mais pas que, aussi sur les chutes industrielles et des plastiques notamment techniques comme l'ABS, le polyamide, on en a parlé tout à l'heure, polycarbonate, etc. Donc, je vous ai mis à l'écran un peu ce qu'on recycle. Donc, chaque année, c'est 1 300 000 tonnes de carton à l'heure actuelle, à peu près 100 000 tonnes de plastique, presque 1 million de tonnes de bois, là, les chiffres sont plus à jour, 134 000 tonnes de fer et métaux, presque 300 000 tonnes de biodéchets. Donc, tout ça, ça fait des tonnes. On estime à peu près à 3 millions de tonnes chaque année qui sont recyclées chez Veolia France. Et dans le monde, il y a un fort développement du groupe par le rachat d'usines de plastique. À l'heure actuelle, on a à peu près 27 usines qui recyclent environ 500 000 tonnes, donc 500 à 600 000 tonnes à l'heure actuelle, avec l'objectif affiché par le board d'atteindre les 1 million de tonnes en 2025. Donc là, on parle beaucoup de plastique issu des ménages quand même, hein, beaucoup de PET, du PE, du PP, et quelques usines spécialisées dans les plastiques techniques. Donc un petit état des lieux du recyclage pour placer un peu tout ça dans son contexte. Vous voyez que par matériau, on n'a quand même pas des chiffres de recyclage, de taux de recyclage qui sont vraiment égaux. Chaque matériau a ses propres problématiques et donc ces taux de recyclage qui sont plus ou moins élevés. Donc évidemment, le parent pauvre, et on en parle beaucoup en ce moment, c'est le plastique, parce qu'on a en France environ 20, selon les chiffres, entre 20 et 25%, 26% de taux de recyclage. Là, ce sont des chiffres cumulés, hein, évidemment, emballage. Donc emballage et industriel. Pour votre gouverne, il faut savoir que 2/3 des matières recyclées en France et chez Veolia sont des tonnes industrielles et 1/3 seulement des tonnes d'origine ménagère. Donc le plus gros du volume, ça reste quand même encore les déchets industriels, et de loin. Alors évidemment, notre métier a été beaucoup bousculé, notamment après la fermeture de la Chine, parce qu'il y a pas mal de matières qui partaient là-bas. Alors ça ne concerne pas trop les matières à recycler issues des ménages, qui restaient en France et en Europe, mais beaucoup de tonnes industrielles partaient en Chine parce qu'il y avait manque de capacité en France et en Europe, donc des cartons notamment, et quelques typologies de plastique qui n'avaient pas de filière en Europe. Donc tout ça, ça a un peu bousculé comme nos marchés et on a assisté pendant quelques années compliquées, en 2019, 2020, 2021 un peu, à vraiment un effondrement des cours, ce qui nous a causé vraiment des gros problèmes, notamment pour sortir les tonnes des centres de tri. Parce qu'il y a un moment, on a beau trier, mais les tonnes s'accumulent, il faut bien les sortir, les envoyer quelque part. Et l'Asie, la Chine en tout cas, était un de nos exutoires. Ils aspiraient beaucoup de tonnage et ils maintenaient les cours aussi, hein, parce qu'on a quand même cette notion capitalistique de vendre ces tonnes pour pouvoir payer tous les gens qui travaillent dans nos centres de tri et les amortissements. Donc ça a quand même pas mal bousculé les choses. Alors on est maintenant dans une période un peu différente. Après les vaches maigres pour trouver des clients de matières à recycler, on a été confronté à une pénurie durant 2021 de matières tout court, suite au Covid évidemment. Et donc, tout ça, les courses sont quand même assez écrasées, mais si vous êtes industriel et que vous achetez des matières, vous avez dû le sentir à l'époque, tout ne valait pas cher. Là, maintenant, on a changé, on est vraiment dans une autre période. Alors, vous connaissez le contexte international actuel, mais voilà, les coûts ont beaucoup remonté. Et vous avez en vert, ici à l'écran, le prix des matières recyclées, régénérées par rapport au prix des matières vierges. Donc, vous voyez que ça se suit.
Tout ça, c'est lié aussi au cours du pétrole, évidemment. Hein. Le pétrole a beaucoup monté, donc forcément, ça fait monter les coproduits pétroliers, comme le plastique. Et là, maintenant, on est dans une phase vraiment plus de pénurie. On n'a plus assez de tonnes. On nous demande des matières régénérées. On n'en a plus dans le parc, parce que tout a été vendu et on a du mal à reconstituer ces stocks, avec des coûts de matière qui augmentent vraiment. Là, la nouveauté, depuis 2 mois, c'est qu'on a des coûts de production qui augmentent vraiment à cause des prix de l'énergie, et on assiste à des fermetures, qu'on espère temporaires, d'usines, qui ont du mal à contenir les coûts d'énergie, et donc qui préfèrent arrêter, se mettre en chômage technique, plutôt que continuer à produire à perte des matières régénérées. La situation actuelle. Alors, je vous ai mis à l'écran la courbe un peu particulière du PET, le fameux PET bouteille régénérée. Vous voyez que ça se suit, hein, en bleu toujours, en vert les matières issues du recyclage, en bleu les matières vierges. Vous voyez qu'actuellement, on a quand même des cours de matières à recycler qui sont supérieurs aux matières vierges. Alors ça, c'est une particularité du PET, hein, c'est la seule résine actuellement qu'on arrive à vendre plus cher que les matières régénérées, issues des matières vierges. C'est conjoncturel, mais c'est aussi lié à la demande en PET. Tous les industriels veulent du RPET à l'heure actuelle, parce que c'est le seul qui est full de contact, et qui peut aussi remplacer pas mal de matières plastiques qui ont du mal à être recyclées, comme le PVC, PS, etc. Donc le RPET a vraiment le vent en poupe, et actuellement il atteint des sommets en termes de prix de vente sur le marché. Alors pour ce qui concerne le tri, évidemment, Vincent en a parlé, évidemment, actuellement, nous, dans le métier du tri, on a été obligé de se renouveler avec les extensions de consignes de tri des plastiques. Ça nous a nécessité de moderniser pas mal nos centres de tri pour accepter toutes ces nouvelles résines. Et donc, on a assisté dans notre métier de trieur à une baisse du nombre d'unités de centres de tri, qui sont passés d'environ 240, on va dire, il y a 5 ou 10 ans, à 150, 160 unités à l'heure actuelle. Et donc, la taille de ces centres de tri a aussi augmenté. Donc, des centres qui sont plus gros, avec beaucoup plus de machines, qui coûtent aussi beaucoup plus cher à faire sortir de terre. Et évidemment, pendant très longtemps, on triait manuellement, hein, tout ça c'était fait à la main. Là, maintenant, c'est beaucoup de machines, et nos trieurs sont transformés en contrôleurs qualité, en dernier lieu, en dernier recours, après les machines, de façon à vérifier que les machines ont été efficientes. Donc on assiste quand même à une baisse des matières sortantes en termes de qualité. La qualité est moins bonne, c'est vrai que les machines c'est bien, hein, mais c'est pas 100% fiable. Et on a quand même du mal à continuer à atteindre les PTM, ce qui nous est demandé par la REP emballage en termes de qualité. Et le tri, en gros, c'est beaucoup complexifié. Ça, c'est une réalité. Alors, pour ce qui concerne les extensions, on était à 50% en 2021. Là, je sais que c'est un petit peu augmenté. L'idée, c'est d'être à 100% normalement en 2023 à 2025. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, c'est vrai qu'on a aussi, en ce moment, un phénomène, c'est que tous les emballages se trient. Vous le savez peut-être. Donc, c'est maintenant que vous pouvez mettre, vous avez vu les nouveaux pictos, n'importe quel emballage dans la poubelle jaune. Voilà, il se trie, mais il ne se recycle pas encore. Hein. Donc, pour l'instant, on a quand même affaire à une augmentation des taux de refus assez importante, encore plus depuis le début de l'année. Et donc, on est autour des 30%, voire dans certains centres de tri, 40%. Et ça, c'est un phénomène qui est lié à l'extension des consignes de tri, donc qui est une bonne chose dans l'absolu. Mais derrière, on a quand même des machines qui ont leurs limites et qui, actuellement, sont un peu à la peine pour pouvoir séparer tous ces nouveaux constituants qui, jusqu'ici, étaient considérés comme des refus de tri. Alors, pour ce qui concerne les plastiques, particulièrement, on voit que actuellement, on est quand même en France le pays qui incinère le plus de plastique. Alors, vous voyez sur la carte, on voit que quand même le recyclage augmente, c'est très bien. On voit que l'incinération augmente et la mise en décharge baisse. Mais il y a encore actuellement environ 30% du plastique, en tout cas des tonnes en général, qui sont enfouies. C'est une réalité. Alors, l'État veut mettre fin à l'enfouissement. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on a beaucoup de sites qui ferment et qui ne sont plus acceptés pour des prolongations d'arrêtés préfectoraux. Donc, le nombre de centres d'enfouissement baisse. C'est pour ça que vous voyez cette courbe baisser.
Et le relais est pris par l'incinération et un petit peu par le recyclage. C'est une réalité. Ça, c'est en France seulement que ça se passe. Et donc, on a un phénomène derrière qui forcément perdure, c'est l'augmentation des prix. Les coûts de traitement à l'heure actuelle sont en train d'exploser. Il faut le savoir. Que vous soyez particulier ou si vous générez des déchets d'entreprise, vous allez avoir vos coûts de traitement, de mise en enfouissement, d'incinération, non triés, qui vont complètement augmenter. Et ce phénomène, il date de, voilà, ça fait quelques années que ça augmente, mais il a vraiment pris de l'ampleur depuis 3 ans, 3-4 ans, où on assiste vraiment à une augmentation très très forte des coûts de traitement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de recyclage. C'est-à-dire que le recyclage et l'éco-conception, c'est aussi un moyen de tamponner de ces augmentations de coûts qui sont liées à la raréfaction du nombre de décharges, de l'offre de traitement et à l'augmentation de la TGAP. La TGAP, c'est la taxe générale des activités polluantes qui est perçue par l'État à l'entrée des décharges ou des incinérateurs. Et cette taxe est planifiée pour augmenter encore plus dans les années qui viennent. Donc on est passé, vous aurez un ordre d'idée, hein, évidemment c'est un prix moyen, mais en 2005, on avait des coûts de traitement qui étaient autour des 50 € la tonne. Actuellement, on est à plus de 200. Donc, il faut le savoir. Les incinérateurs aussi sont saturés la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils sont déjà pleins, et les centres d'enfouissement ferment. Donc il ne nous reste pas beaucoup d'opportunités pour faire baisser ces prix, à part se diriger vers plus de recyclage et évidemment créer des centres de tri. C'est un peu ce qui manque encore en France, des centres de surtri notamment. Donc le taux de recyclage, je vous ai dit, il stagne, il est autour de 26%, 27% en moyenne sur l'ensemble des tonnes à recycler, qu'elles soient ménagères ou industrielles. On voit qu'il y a quand même un manque d'usines de recyclage en Europe. Ça, c'est historique. Voilà. Les usines de recyclage, pendant toute cette période où les tonnes étaient facilement exportées, elles ne se sont pas créées en Europe. Et là, on en subit actuellement les conséquences. Donc évidemment, il y a des matières que vous connaissez tous qui ont leur propre filière, le PET, PE, PP. Sorti de là, pour ce qui concerne les plastiques, on est un peu sec quand même. C'est un peu compliqué. Alors ça tend à se développer, mais vraiment une usine, voilà, elle ne se crée pas en un an. Il faut 4, 5, 6, 7 ans en France pour ouvrir une usine. Donc ça prend du temps. Donc malgré tout, il y a quand même pas mal de projets dans les cartons en Europe, et qu'on appelle tous de nos voeux pour augmenter ce taux de recyclage et pouvoir aussi continuer à proposer des solutions, notamment à nos clients industriels, mais aussi pour permettre de recycler plus d'emballages ménagers qui se trouvent dans nos centres de tri à l'heure actuelle. Le problème qui se pose aussi également en France, c'est le taux d'incorporation. C'est-à-dire c'est le taux moyen de plastique que l'on met dans des produits neufs. Actuellement, c'est le plus bas de tous les matériaux. Il est à 6%. C'est quand même pas beaucoup. Et en tant que recycleur, on a besoin que les industriels, les plasturgistes, incorporent de plus en plus de plastique. C'est important. C'est pour tirer la demande. On a besoin, pour avoir une rentabilité, d'avoir des clients. Et ces clients, c'est ceux qui achètent nos plastiques régénérés pour les incorporer dans leur plastique. Et ça, actuellement, c'est quand même assez faible, en tout cas en France. Pour ce qui concerne le taux de recyclage européen, vous voyez, on n'est quand même pas très très bon. On est à 26% avant-dernier, bon avant-dernier. On espère que ça va augmenter, mais la marche est haute quand même pour avoir le taux de la République tchèque. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on est si bas. Écoutez, c'est l'histoire. L'incinération, l'enfouissement pas cher, le nombre de centres de tri, les extensions de consignes de tri qui ont commencé seulement il y a 3-4 ans, alors qu'en République tchèque, ça fait déjà 10 ou 15 ans. Tout ce phénomène fait que voilà, on est un petit peu en retard en France sur ce taux de recyclage des plastiques. Et globalement, comme je disais, on est quand même le pays européen qui incinère le plus de plastique à l'heure actuelle. Donc, pour traiter tout ça, il va nous falloir des nouvelles unités pour pouvoir combler le déficit en termes de tonnage enfoui ou incinéré. Il nous faudra forcément des centres de tri supplémentaires. Donc, c'est quelque chose qui est aussi dans les cartons à l'heure actuelle. Évidemment, plus de plateformes de compostage parce que les déchets organiques, c'est quand même encore 30% de la poubelle d'ordures ménagères. Donc, il va falloir quand même s'en occuper.
Et évidemment, par son corollaire, la méthanisation est aussi quelque chose qui est en train de beaucoup se développer en France. On a aussi une autre filière qui s'appelle le CSR, hein, c'est le combustible de substitution, qui sont des usines couplées à des plateformes de préparation qui vont avoir pour but d'alimenter des usines de combustion avec des taux d'efficacité énergétique proches des 100%. Donc on va préparer souvent grâce à des matières qui ne sont pas recyclables, du combustible. On va le broyer, on va enlever les ferrailles, les métaux, le chlore notamment, pour pouvoir alimenter des chaufferies qui vont pouvoir produire de la vapeur ou de l'électricité pour des industriels. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore développé, qui commence à se faire. Ça se fait beaucoup en Allemagne, en France très peu encore. L'essentiel du SCSR que l'on produit à l'heure actuelle est à destination des cimentiers. Et ça ne suffit pas, il n'y a pas assez de cimenterie en France de toute façon, et ils sont très difficiles sur la qualité. Donc voilà, c'est aussi un des enjeux dans les années qui viennent, c'est l'émergence de ces sites de préparation de CSR et de consommation de CSR. Donc pour conclure, pour ce qui concerne les emballages plastiques issus des ménages, comme vous voyez, on recycle très peu de résine en fait, hein, PE, PP, Vincent en parlait, PET, rigide, etc. Tous ces plastiques-là qu'on peut trouver dans la collecte sélective, on ne sait pas actuellement les recycler post-conso. En vert, dans le cahier rouge, je vous ai mis quand même les résines que l'on sait recycler en tant qu'industriel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'EPS rigide, on l'a toujours recyclé. Ça n'a jamais été un problème. S'il est sous forme de chute de prod, là où il pose un problème, c'est quand il est en post-consommation. Parce qu'il est souillé, parce qu'il y a du papier, parce qu'il y a l'opercule, etc., de la colle. Bon, pour ce qui est de l'industriel, l'ABS, l'EPA, etc., ne posent aucun problème en recyclage. Mais pour ce qui est du plastique issu des emballages ménagers, comme vous pouvez voir, les filières sont quand même beaucoup plus réduites. Alors, évidemment, tout ça, ça bouge. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent dans l'éco-conception. Beaucoup d'industriels font des efforts, et c'est très bien. Beaucoup de mélanges karstiques, carton plastique, arrivent sur le marché à l'heure actuelle. Donc voilà, on a aussi quand même pas mal de fausses bonnes idées. Alors je dis pas que les cartons plastiques sont des bonnes idées ou des mauvaises idées, mais c'est vrai qu'ils sont assez disparates et que le taux de plastique à l'intérieur de ces emballages sont quand même vraiment variables. Hein. On est de 50% à 1% de plastique dans ces emballages. Donc lorsqu'il est à 1%, c'est quand même moins embêtant que lorsqu'il est à 49%, juste pour pouvoir rentrer dans la filière papier-carton, puisque actuellement, en France, il est admis qu'à partir de 51% de fibres, on rentre dans la filière papier-carton. Il y a quand même pas mal d'industriels qui en profitent à l'heure actuelle, c'est bien dommage. Donc, tout ça pour vous dire que le taux de recyclage, c'est avant tout de la triabilité et de la recyclabilité. Il ne faut pas oublier que pour qu'un emballage se recycle, il faut qu'il soit triable. Et notre vrai problème à l'heure actuelle, c'est cette capacité à être triable. Donc il y a ces nouveaux emballages qui du coup ont du mal à passer dans nos chaînes, que l'on connaît mal puisqu'ils viennent de sortir sur le marché. Et ces questions de triabilité, il faut vraiment les prendre en compte parce qu'on assiste, par exemple, dans les emballages cosmétiques, à une multiplicité de matériaux hein, dans ce segment, dans ce secteur, et beaucoup d'emballages qu'on connaît mal, qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne les a jamais regardés un par un lorsqu'on était dans les centres de tri. Nous, on passe des tonnes, 20 000 tonnes, 30 000 tonnes, 40 000 tonnes. Vous dire si l'emballage Colgate, vu comme ça, il va bien être trié, bon, on ne sait pas. On imagine que oui. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est quand même de tester, pour être sûr. Et surtout sur, par exemple, les emballages cosmétiques, on peut avoir des pompes, des ressorts, des étiquettes, des vernis, des colles. Tout ça, ça perturbe le tri. Et ça peut perturber également l'usine de recyclage par derrière. Donc, rien n'est vraiment fiable en termes pour moi, en termes de guidelines. Il y a vraiment tous les cas qui se posent. C'est comme dans la nature, on a tous les cas. Et c'est difficile de dire, voilà, cet emballage-là, cosmétique, dentifrice, s'il est comme ça, blanc, machin, il va se recycler, il va se trier. Nous, ce qu'on voit dans les centres de tri, c'est que c'est pas vrai. Ça se passe pas comme ça. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des tests. Et pour ça, on s'appuie sur le protocole Recyclas. Et donc, vous avez l'exemple de scoring qui nous permet, après avoir testé ces emballages, aussi bien en triabilité qu'en recyclabilité, de pouvoir leur donner un score. Ce qui permet à l'industriel
d'être assuré sur le côté recyclabilité ou triabilité de son emballage, ou de voir qu'il ne l'est pas du tout, comme s'il était E, ou qu'il l'est presque, comme s'il était C. Mais ça, au moins, ça donne un état de l'art, ça permet à l'industriel de voir là où il en est. Et ça permet aussi de l'accompagner et de voir avec lui comment on pourrait améliorer les choses à la lumière des résultats du test qu'on a fait. Donc cette étape de centre de tri, elle est quand même indispensable à prendre en compte. Le recyclage, évidemment, c'est important, l'usine, la flotation, le broyage, etc. Okay. Mais si de toute façon l'emballage ne passe pas l'étape du centre de tri, il n'ira pas jusqu'à l'usine de recyclage. Donc il faut vraiment se poser en premier lieu la question de la triabilité. Donc pour ça, et avec CIRCVAC et le centre de recherche de Veolia, on a des outils qui permettent de faire ce genre de test, alors soit en vision infrarouge, vous pouvez voir ici, soit avec des lecteurs RFID pour voir dans le centre de tri vraiment en réalité, grâce à une antenne installée dans les centres de tri Veolia, ou comment se comporte l'emballage. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple d'un résultat qu'on a en ce moment. Vous voyez, c'est un emballage PP où on pensait que normalement ça devrait bien se passer. Voilà ce qu'on obtient comme résultat. C'est-à-dire qu'à la fin, on a 66% de l'emballage PP qui se retrouve dans la bonne filière. 66%. Ce qui est plutôt pas mal, mais c'est pas 100%. Donc il y a forcément des perturbateurs sur l'emballage qui expliquent ces résultats. Pourquoi est-ce qu'on en trouve 4% en PHD, 17% en riz fibreux, probablement à cause de l'étiquette. Voilà, le tri n'est pas une science exacte. Et si on veut être sûr de son emballage, il y a un moment, il faut essayer, il faut le tester. Après, il faut aussi le tester en recyclabilité. Donc on peut faire des tests de broyage, de flottation. On a ce genre de matériel chez nous, chez Veolia, qui permettent aux industriels de tester réellement, en miniature, comment va se comporter l'emballage. Et donc on peut le régénérer et voir la qualité de la granule. Donc la granule, vous voyez, d'un emballage, est-ce qu'elle va pouvoir être exploitée? Donc ça, on peut le faire à l'échelle labo, mais on le fait aussi dans nos usines, qui se trouvent pas très loin d'ici, d'ailleurs, en Picardie, pour, sur quelques tonnes, essayer de recycler, seul ou en mélange, parce que généralement les emballages se présentent en mélange dans les flux que l'on régénère, et voir si elle ne va pas perturber la qualité de la granule en sortie de process. Donc la certification de recyclabilité, c'est celle de Recyclas, hein. C'est évidemment le test de tri, le Easy to Empty, dont on teste aussi la faculté du particulier à vider son emballage, évidemment l'audit, l'analyse, le certificat, et après l'utilisation du certificat pour l'industriel, s'il veut alléguer. En tout cas, là, il a un certificat qui fait autorité partout en Europe, pas forcément en France, mais actuellement qui est utilisé par l'ensemble des pays européens. Actuellement, CIRPAC traite à peu près 80% des tests de tri qui sont demandés à Recyclas. Et on a testé cette année à peu près 700 emballages de tous les pays européens sur le centre de test qui se trouve à Francfort. Donc c'est une activité qui est vraiment prégnante, qui se développe beaucoup en Belgique, beaucoup en Allemagne, beaucoup en Hollande, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, et qui pourrait aussi se développer en France. Donc le but après, c'est de donner ce type de certificat qui permet, avec le scoring et un rapport de test à l'industriel, de voir vraiment où en est son emballage dans le cadre du système Recyclas. Alors, le Recyclas, c'est pour les plastiques. On a aussi chez CIRPAC une certification qui nous est propre, qui reprend un peu le système Recyclas pour les plastiques et qui sert surtout au papier carton. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi pas mal. Et actuellement, on a certifié depuis le début de l'année à peu près 400 emballages sur ce certificat-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Merci Nicolas. On va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pour les emballages papier, le certificat CIRPAC, il prend en compte quelles règles, les règles françaises ou les règles des autres pays? Il prend en compte en gros les règles européennes.
pas forcément les règles françaises, mais c'est les règles qui font autorité en Union européenne. Ça veut dire, par exemple, c'est 85% comme en Belgique, 95% comme en Allemagne ou Ah bah ça, c'est pas nous à statuer, mais c'est vrai que c'est une bonne question. En Allemagne, on est à 95% pour entrer dans la filière papier-carton. En France, on n'est qu'à 50%. Donc effectivement, le scoring ne sera pas le même pour un emballage français, pour un emballage allemand. Ça, c'est quelque chose, c'est une particularité française. Ok. J'enchaîne peut-être sur une question de visio. Alors, de Madame Muller, qu'est-ce qui freine les recycleurs à passer au recyclage chimique pour les PET, PP et PE? Je dirais qu'il n'y a pas grand intérêt, puisque ce sont les 3 résines qu'on recycle très bien en recyclage mécanique. Donc, il n'y a pas de raison, Pas de raison de passer au chimique. pas de nécessité de passer au chimique sur ces 3 résines-là, en tout cas. On aurait pu parler des autres, mais celle-là, non, pas du tout. Non. Ok. Et question de Olivier Breton. Quid du projet? Alors, je ne connais pas Holy Grail. Ouais, je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire. Bon, alors, on demandera une question complémentaire. Bah, c'est tout pour le moment, alors. Merci. Merci Nicolas. Alors Nicolas a commencé à évoquer la certification via le dispositif Recyclas. Justement, on va laisser la parole à Yves Machu du CRIT Polymère qui va nous parler de cette certification et de la démarche Recyclas dans son ensemble. Oui, effectivement, je vais prendre le prolongement de la présentation précédente. Merci d'abord aux organisateurs de nous donner l'opportunité de parler de notre actualité. C'est la reconnaissance au travers de Recyclas sur 2, voire bientôt 3 protocoles pour dérouler en fait ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire le protocole admis par Recyclas pour la recyclabilité des emballages. Alors des emballages qui vont au-delà des emballages alimentaires d'ailleurs. On ne parle pas que d'emballage alimentaire, même si c'est le thème de l'atelier. Quelques mots sur la structure que je représente. Je ne sais pas si vous connaissez le CRIT Polymère. On est petit et on n'est pas forcément toujours très, très visible. Le CRIT, c'est donc alors, la zapette, voilà. C'est un centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Donc, c'est un centre technique basé dans le sud de l'Oise, donc dans la région Hauts-de-France. On est dans votre région, dans notre région, qui a une 40aine d'années d'expérience et qui une petite structure qui s'adresse à des publics très très divers, de PME, de grands groupes, de start-up, enfin de porteurs de projets en tout genre. On a une structure associative, donc il y a des adhérents qui adhèrent au CRIT et qui ont un centre de services, et on s'autofinance à peu près 70% de nos activités, qui sont des activités de prestations et de projets individuels ou collectifs. On est reconnu au travers d'un label de l'État, le Centre de ressources technologiques. J'en parle parce que voilà, c'est important. Donc, on a une certaine reconnaissance nationale. On est agréé formation continue, on est ISO, on est reconnu au Crédit Impôt Recherche, au Crédit Impôt Innovation. Et depuis peu, on est reconnu au travers de Recyclas comme étant un des quelques laboratoires en capacité de pouvoir dérouler les protocoles que je vais vous décrire juste après. 2 mots sur nos moyens, nos services. Je vais aller très très vite et je vous renvoie à notre site internet ou éventuellement après la pause pour des questions plus en détail. Nous ne sommes pas un centre de recherche, nous sommes un centre de transfert de technologie. Donc, ce qui va guider nos travaux, ça va être essentiellement le besoin applicatif. Et c'est en général plutôt du besoin applicatif qu'on va démarrer pour assembler un ensemble de technologies ou de compétences disponibles chez nous pour apporter le juste nécessaire du besoin du client. Ça peut aller de l'aide à la conception, en passant par l'aide au cahier des charges, choix des matériaux, choix des procédés, le calcul, la simulation, en passant par des outils disponibles chez nous pour faire de la formulation par mélange mécanique. Donc, il va en être question forcément au travers du procédé qu'on va dérouler. On a également une halle de transformation avec des moyens pour processer les matériaux et sur des lignes pilotes qui représentent ce qu'on peut trouver industriellement sur différents procédés de transformation des thermoplastiques. Et puis un outil laboratoire pour toute l'analyse des propriétés mécaniques, thermiques, physiques, rhéologiques des matériaux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à Recyclas, j'imagine que c'est des choses qui sont bien connues de vous, mais enfin, ça me semble important de revenir dessus. Le recyclage mécanique, c'est de ce dont on parle au travers des protocoles. C'est un processus de transformation qui ne remet pas en cause et qui n'apporte pas de modification sur la structure chimique des matériaux et qui va profiter finalement du caractère thermoplastique de la plupart des
des plastiques qui existent, et à plus forte raison dans l'emballage, qui est celui de pouvoir fondre avec la température et de durcir en refroidissant, ce qui permet de redonner une nouvelle forme, et ce qui est le préalable pour pouvoir espérer recycler un matériau plastique. Mais on parle de plus en plus de recyclage chimique, donc qui existe sous différentes formes. Donc la dissolution, qui consiste à utiliser un solvant pour pouvoir extraire le polymère. La dépolymérisation, qui est le mécanisme inverse de la polymérisation, donc on va retrouver le monomère et puis on va pouvoir valoriser le monomère pour refaire des nouveaux polymères, ou la conversion, et on va faire ni plus ni moins que ce qu'on fait avec le pétrole, on va craquer et on va retrouver des produits avec lesquels on pourra refaire aussi de nouveaux matériaux. Et puis le recyclage enzymatique, qui est un dérivé du recyclage chimique, c'est des procédés du type de Carbios, hein, qui est assez connu, on voit pas mal de papiers sur leur développement, et qui consiste à sélectionner des enzymes qui vont pouvoir dégrader le polymère pour pouvoir ensuite refaire de nouveaux matériaux. Alors, le recyclage mécanique, c'est effectivement le plus répandu, le plus connu, le plus accessible et certainement le plus économiquement viable, puisqu'on parle beaucoup de recyclage chimique, et par rapport à la question qui était posée juste avant, le recyclage chimique permet peut-être de résoudre un certain nombre de problèmes, mais en génère aussi d'autres, et donc qui sont en cours de débat actuellement. Donc, quand on peut recycler un matériau mécaniquement, on est plutôt tenté de le faire parce que c'est plus simple et c'est en général moins cher. C'est plus simple, mais il faut quand même respecter un certain nombre d'étapes qui sont indispensables, et quelquefois, rien qu'au niveau de la collecte, c'est déjà quelquefois très très compliqué d'aller chercher là où se trouvent les matériaux qu'on veut valoriser. C'est organiser une collecte et c'est pas simple. Ensuite, ça va être du broyage pour apporter tout ça dans des degrés de finesse qui permettront ensuite d'être lavés. Alors là aussi, hein, il y a des disparités dans les centres de recyclage, avec du lavage à température, sans température, avec des détergents, pas de détergents. Donc, différentes formes ou possibilités de laver. Les tris, là, on vient d'avoir un exemple, mais on va aussi donc cumuler un certain nombre de technologies de tri pour évacuer un certain nombre de polluants ou de produits qui sont néfastes à la valorisation. Et ensuite, on va passer par des moyens qui sont en général des moyens d'extrusion, alors monovis ou bivis, qui vont permettre de passer à l'état fondu la matière pour pouvoir ensuite faire un granulé qui va servir à la fabrication de nouveaux objets. Donc dans les emballages, enfin le PET, le PE, le PEHD, et dans d'autres secteurs, le PVC, le polypro, enfin tous ces matériaux se recyclent sans grande difficulté. Après, c'est un équilibre, je dirais, économique qui fait que on le fait ou on le fait pas, mais c'est pas tellement une difficulté technique. En tout cas, on a des solutions qui permettent de contourner les obstacles techniques. Le recyclage mécanique a pour autant quand même des limites. On a parlé juste avant, la limite du tri. Et effectivement, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit sur la nécessité absolue d'avoir un bon tri. On ne peut pas espérer économiquement valoriser des plastiques si on n'est pas capable de les trier dans de bonnes conditions. Donc, dans certains cas, ça peut effectivement poser des problèmes, ou alors amener à gérer une succession de tri qui font qu'économiquement, à la fin, on ne s'y retrouve pas quant au calcul et à l'équilibre économique. La couleur, c'est un autre point noir. Quand on agglomère des emballages d'origine diverse, on a toutes les chances ensuite d'avoir un produit qui va être gris, kaki, mais en tout cas rarement rouge, à moins de faire un tri au préalable. Et là aussi, ça veut dire ventiler les gisements et donc du coup éclater un peu les quantités et donc avoir un problème de massification de ces gisements. La décontamination, là aussi, on peut imaginer avoir des produits de dégradation. L'aptitude au contact alimentaire qui s'impose dans certains marchés, comme ça a été dit là aussi, ce n'est vrai que à ce jour industriellement que pour le PET, même si des travaux existent aussi sur l'aptitude au contact alimentaire de déchets de PE par des procédés divers. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a guère que pour le PET qu'on est en capacité d'amener une aptitude au contact alimentaire. Et puis, bien sûr, quand on va solliciter mécaniquement et thermiquement un matériau, on va contribuer à casser les chaînes du polymère qui vont faire que potentiellement, on va dégrader les propriétés et les performances. Et donc, c'est aussi un problème qu'on pourra rencontrer avec le recyclage mécanique. Alors, recyclage, ça a déjà été évoqué, donc je ne savais pas qu'on l'évoquerait déjà à ce point-là, donc c'est bien, ça va simplifier ma présentation. Et donc voilà, donc recyclage, c'est un consortium européen d'entreprises de la filière emballage, donc autour de recycleurs, mais pas que. Quand vous regarderez les membres de recyclage, vous y verrez des producteurs de matière, des producteurs d'additifs, des distributeurs, etc. Donc il y a
gérer un peu tout ce qui se fait autour de la chaîne de valeur de l'emballage au niveau européen. Et quelle est la vocation finalement de Recyclas? C'est comme l'a dit Vincent tout à l'heure au niveau de Citeo, hein, c'est d'encourager les innovations, mais tout en ayant un regard critique sur les innovations qui vont porter sur les emballages. Donc essayer d'harmoniser, alors là je pense que ça pourrait faire un débat aussi de plusieurs heures, mais on est bien dans ce cadre-là, c'est d'ailleurs, c'est d'essayer d'harmoniser la communication, d'harmoniser les procédures, les process, et au final d'avoir quelque chose qui soit partagé par un plus grand nombre. Donc c'est la vocation de Recyclas. Et donc on va définir peut-être la recyclabilité vue par Recyclas. Donc tous les termes et toutes les étapes sont importantes, hein. Pour qu'il y ait recyclabilité, il faut qu'il y ait collecte. Donc ça veut dire que la première des choses, il faut qu'il y ait une collecte organisée pour qu'on ait toutes les chances d'avoir un emballage recyclable. Il faut que ces plastiques, une fois collectés, puissent être triés. Donc on est tout à fait dans ce qui a été dit. Il faut que on arrive à les sélectionner pour pouvoir retirer tout ce qui est intéressant à valoriser. Il faut que ça puisse s'appuyer sur des procédés commerciaux. C'est-à-dire que si ça marche en laboratoire en paillasse, c'est très bien, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des technologies déjà accessibles et disponibles industriellement. Et c'est à partir de ces technologies-là qu'on va essayer de s'inspirer sur de protocoles qui vont reprendre en laboratoire ce qu'on peut déjà trouver industriellement et non pas sur des choses de labo. Et puis enfin, c'est de refabriquer des objets et si possible sur l'application, non pas forcément sur l'application idéalement, de l'emballage du départ, mais en tout cas dans la famille. C'est-à-dire que, idéalement, un contenant rigide devient un nouveau contenant rigide. Et donc, on aura une bonne recyclabilité si on est en capacité de pouvoir aller vers une application qui est proche de l'application de départ. Voilà, ça c'est la définition de la recyclabilité vue par Recyclas. Et effectivement, les définitions sont peut-être un peu différentes selon qu'on s'adresse à tel ou tel acteur à l'échelle européenne. Alors comment ça fonctionne? Vous êtes, un producteur d'emballage, un transformateur, un donneur d'ordre, un producteur d'additifs. Vous voulez évaluer ou certifier votre emballage, vous vous adressez à Recyclas, il y a nécessité ou pas de passer des tests, et à partir de là, il y a une classification qui est donnée à la fin, une fois qu'on a le rapport du laboratoire. Donc, le Recyclas a mis en place un nombre de protocoles, donc on a effectivement les protocoles du tri de ce qui a été évoqué juste avant par M. Pont, et on a des protocoles qui sont liés à la typologie des emballages qu'on peut retrouver classiquement. Donc, il y a 2 protocoles sur le film PE et film PEBD, 2 protocoles sur les rigides, les PP et les PEHD, et puis 2 protocoles sur les PET, bouteilles et barquettes, et enfin un protocole sur le PS. Donc, nous avons été retenus déjà et reconnus sur les 2 protocoles rigides, PP et PEHD, et nous serons normalement, si tout se passe bien, très prochainement retenus aussi sur le protocole PS. Alors, comment ça fonctionne? Vous souhaitez évaluer votre emballage au regard du protocole ou de la définition de ce que propose Recyclas. Vous vous adressez donc à Bruxelles, à Recyclas, et puis vous discutez sur la pertinence ou pas de faire passer un certain nombre de tests sur votre emballage. Peut-être que votre innovation, elle a déjà été discutée, vérifiée, validée, et que dans ce cas-là, on va court-circuiter un petit peu tout ça et vous allez avoir une validation ou vous allez avoir un avis qui va vous donner la réponse sans forcément passer cette batterie de tests. Si ce n'est pas le cas, si votre innovation est suffisamment impactante potentiellement sur la recyclabilité de votre emballage, alors là, Recyclas va vous inviter à consulter des laboratoires qui ont été retenus et reconnus, et vous allez les consulter, et à partir de là, le mieux disant, on vous proposera une ROF. Dans le meilleur des cas, vous choisirez le cri de polymère, mais vous n'êtes pas obligé. Si c'est le cas, on effectuera les tests que je vais vous décrire juste après. On émettra un rapport qui sera envoyé à la fois à l'entreprise qui est demandeur et à Recyclas. Recyclas évaluera la recevabilité des résultats, et puis vous donnera une réponse sur la recyclabilité de votre emballage. Voilà, c'est le processus qui est utilisé. Alors, on ne voit peut-être pas très bien sur l'écran, mais je vais vous le décrire. En fait, ces protocoles, si on prend le protocole du PEHD, mais la plupart des protocoles sont décrits sur le même format, c'est une phase de pré-traitement. Donc, on va reproduire à l'échelle laboratoire les étapes qu'on va pouvoir retrouver chez un recycleur. C'est-à-dire, on va broyer, laver
élutrier, c'est-à-dire faire du tri densimétrique pour évacuer les fines ou les poussières. On va flotter, on va éventuellement réélutrier, etc. Et on va faire ça à la fois sur un lot représentatif de l'emballage innovant et en même temps sur, on va dire, un matériau contrôle, c'est-à-dire un emballage qui est soit le matériau qui ne porte pas l'innovation, qui est donc au plus proche mais sans l'innovation, ou soit un matériau qui aurait été décidé par Recyclas en accord avec l'entreprise comme étant, je dirais, la référence. On va donc faire subir un certain nombre de pré-traitements à ces deux lots pour avoir au final, à l'issue de la première phase, deux fractions, une fraction du matériau broyé propre, innovant, et du matériau standard, référent. Ensuite, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on va, de la même façon que le recycleur verrait en entrée de son process votre emballage innovant mélangé avec d'autres flux d'emballage, je dirais, plus classiques, on va mélanger dans des extrudeuses, dans une extrudeuse Bivis en l'occurrence, avec de la filtration, avec un contrôle des paramètres, etc. Donc tout ça est quand même très encadré et se veut être reproductible d'un laboratoire à un autre, hein, puisque voilà, hein, on est plusieurs à pouvoir faire ces essais. Et donc on va diluer, mélanger une partie dans des fractions variables, une partie de ce matériau innovant avec plus ou moins du matériau contrôle. De la même façon que ces lots, ces fractions reviendraient se mélanger dans le centre de tri. On va extruder tout ça, on va obtenir un nouveau granulé, donc 4 fractions avec des taux différents qu'on va caractériser alors mécaniquement, chimiquement, etc. Donc on fait en faire, enfin, vous balayez la litanie de tests qui sont faits, mais on va avoir un regard à la fois qualitatif et quantitatif sur les propriétés du granulé obtenu à partir de ce mélange. On va en faire des éprouvettes injectées, des plaquettes, et on va faire toutes les caractérisations qui vont derrière. Et puis, la troisième étape, ce sera de, cette fois-ci, se mettre à la place du transformateur. Et donc, le transformateur, lui, classiquement, il va incorporer une part de matière recyclée qu'il va acheter, mélangée avec du vierge. Et donc, ces fractions qu'on a obtenues en phase 2, on va à la fois, à nouveau, les remélanger avec du matériau vierge, donc avec de la résine vierge, et on va processer la matière recyclée en mélange avec le produit vierge dans le même procédé, idéalement, que celui qui a permis de faire l'emballage de départ. Donc, s'agissant du protocole PEHD, on est sur du flaconnage PEHD. L'idéal, ce sera de tester la capacité du matériau, une fois remélangé et trié, etc., à pouvoir refaire un flacon en PEHD. Donc, c'est ce qu'on va faire avec, là aussi, des taux de dilution variables avec la matière vierge, et on va refaire à nouveau des essais sur la bouteille obtenue, le flacon obtenu, de mesures, de propriétés mécaniques, de remplissage, de tests de chute, etc., pour voir si finalement le matériau porteur d'innovation a impacté ou pas la filière de recyclage telle que visée par ces protocoles. Donc voilà comment ça se passe. Et donc on a été reconnu récemment parmi les 5 laboratoires européens en capacité de faire ces tests-là sur au moins un des protocoles que j'ai cités tout à l'heure. Donc prochainement, on sera normalement, si tout se passe bien, reconnu sur le protocole PS, et le procédé de transformation sur le protocole PS, c'est l'extrusion calendrage de feuilles. Il se trouve qu'on a une machine chez nous pour faire ça depuis très très longtemps, et on a déjà travaillé beaucoup sur le recyclage du PS notamment. Donc logiquement, on devrait plutôt être bien accueilli par Recyclas pour être aussi reconnu sur ce PS. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, Yves. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Juste une question pas forcément facile. C'est les containers, c'est quoi dans les règles Recyclas ? Alors, par défaut, conteneur, c'est flacon, corps creux, mais pas que. Je pense que ça peut être aussi des pots injectés. Donc, toute cette discussion préalable, il faut l'avoir avec Recyclas. Et en fait, en fonction de la typologie de votre produit, on va se caler sur un des protocoles et on va adapter le protocole en fonction de votre spécificité. De même, dans le protocole PEHD, on peut imaginer avoir une destination qui serait différente d'un flacon.
et de se dire finalement les tests, je vais les faire non pas sur les tests de la phase 3, hein, je ne vais pas les faire forcément sur un flacon en PEHD, mais je vais le faire sur une pièce injectée. Et je considère que ma valorisation, je vais le faire sur une application différente de l'application de départ. Ça va donner une classification peut-être un peu différente, mais voilà, c'est une possibilité. Donc après, ces discussions-là, c'est justement les discussions préalables avec Recyclas, de définir où on met les curseurs et à partir de quelle adaptation du protocole je travaille. Et c'est sur ces discussions-là que votre consultation, vous la ferez auprès du laboratoire. Charge au laboratoire de respecter le protocole tel qu'il aura été adapté par la discussion. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle. En visio, alors je ne sais pas si ça peut concerner plusieurs d'entre vous. En fait, c'est une question qui est à la croisée. J'ai reperdu. Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité de repenser au recyclage chimique pour le contact alimentaire dans le cas de matériaux comme le PE et le PP? J'ai répondu peut-être un peu et je crois qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question. Je pense qu'aujourd'hui, économiquement, c'est probablement la solution du recyclage mécanique est le plus adaptée au PE. Maintenant, effectivement, si on veut un contact alimentaire, à ce jour, on n'est pas capable de l'obtenir. À moins de souscrire à des procédés qui sont en recherche actuellement sur de l'extraction, notamment CO2 supercritique, et pour essayer de conférer du contact alimentaire. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore, enfin, à ma connaissance, industriellement opérationnel. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat, d'ailleurs, je ne suis pas forcément qualifié pour le trancher, mais le recyclage chimique a des avantages, mais aussi des inconvénients majeurs, quoi. Le coût et puis la consommation d'énergie, ce n'est pas neutre, je dirais, de recyclage chimique. Donc, je pense que c'est toutes les technologies qui doivent avancer en parallèle pour justement trouver la bonne solution à chaque typologie de déchets à valoriser. Et le recyclage mécanique progresse également, les solutions de tri progressent aussi, et le recyclage chimique va être peut-être une alternative crédible, plus crédible qu'à une époque, pour pouvoir traiter un certain nombre de déchets. Oui, c'est une question de faisabilité industrielle, de retour sur investissement aussi, sans doute. Oui, c'est ça. Et puis de quantité de gisements disponibles aussi. Donc, D'autres questions dans la salle? Bonjour. Comment ça se valorise finalement le certificat Recyclas? Alors ça, il faut demander à ceux qui l'utilisent déjà. Donc effectivement, Recyclas n'est pas reconnu sur le marché français, mais il est reconnu dans pas mal de pays. Donc je pense que aujourd'hui, c'est pas une obligation, hein, bien sûr, c'est une démarche volontaire. Après, je pense que ça va dans le sens de l'histoire et d'apporter, un marquage quel qu'il soit, que ça soit au niveau français, que ça soit au niveau européen, sur le fait d'avoir testé, la recyclabilité de son emballage avec les technologies déjà disponibles. Je pense que c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas, c'est le pari qu'on a fait nous pour se positionner sur ces protocoles. C'est quelque chose qui risque de se démocratiser, voire devenir une référence sur laquelle, après, toutes les entreprises de l'emballage se raccrocheront d'une manière ou d'une autre. Donc après, de voir un peu l'aspect, c'est le sens de votre question, l'aspect marketing et l'atout que ça représente, je pense qu'il faudrait, on n'a pas assez de recul, nous, puisqu'on vient d'être labellisé, on n'a pas assez de recul, mais voyez les grands noms qui sont derrière, Recyclas, et vous verrez que je pense que ça risque de se démocratiser et faire tache d'huile, c'est-à-dire aussi d'aller impacter les sous-traitants de ces grands de l'emballage qui imposeront probablement de plus en plus, cette reconnaissance-là pour c'est un atout marketing commercial, j'imagine, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de vous donner une réponse très précise là-dessus. Merci. Enfin, j'ai connu une époque, je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu une époque où on cachait, dans différents secteurs, on cachait le fait qu'on mettait de la matière recyclée dans des pièces plastiques. Aujourd'hui, on le revendique, donc c'est dire si ça a progressé quand même. Et donc, je pense que tout ça participe aussi au fait que ça se démocratise. Et c'est tant mieux parce que ça tire tout ça vers le haut. Si c'est tiré par le marché, c'est même encore mieux, comme ça a été dit là aussi. J'ai une question, Yves, donc par rapport à cette démarche, on est d'accord qu'il faut qu'il y ait une chaîne de valeur de traitement existante
pour que l'emballage puisse bénéficier d'une certification, avec notamment des solutions de valorisation in fine, c'est-à-dire oui, des débouchés en fait, pour le produit régénéré. Oui, puisque le fait qu'il y ait des débouchés, etc., ça fait partie du processus et de la définition de ce qui est recyclable. Donc oui, après, de toute façon, pourquoi il y a un protocole PEHD? Parce que en fait, le matériau qu'on va tester, ou quand une entreprise veut valider au travers de ses protocoles son matériau, le matériau doit être essentiellement constitué de PEHD. Donc l'innovation qui va être, je dirais, testée quelque part, c'est pas le PEHD, ça va être l'additif dans le PEHD, ça va être une étiquette, différente, ça va être un additif barrière, ça va être un traitement sur la bouteille, ça va être tout ça. Donc en fait, c'est la question qui est posée par ces protocoles, c'est de se dire, j'ai ma bouteille en PEHD, je lui apporte quelque chose qui normalement apporte une valeur ajoutée dans l'emballage, en termes de barrière, en termes de couleur, en termes d'aspect, etc. Et dans quelle mesure ça va impacter plus ou moins la manière dont mon emballage aujourd'hui est traité et valorisé. Donc, on ne recrée pas des nouvelles technologies de recyclage. On se dit, c'est impactant plus ou moins. Mon innovation, elle impacte plus ou moins l'emballage. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que, pour l'instant, il y a des protocoles sur le PET, sur le PEHD, sur le PP, puisque c'est les 3 matériaux les plus conventionnels. Et puis le PS. Je fais référence notamment au PP souple, parce que les filières de valorisation de PP souple, il y en a peu, je pense, en Europe. Il y en a peu, voire pas. Après, des filières, comme ça a été dit, je pense que pour pouvoir créer une filière, il faut qu'il y ait un débouché. Alors ça se mord un peu la queue, parce que forcément, si on n'a pas le gisement, on n'a pas le débouché. Si on n'a pas le débouché, il n'y a aucune chance qu'on ait le gisement. Bon, voilà. Alors, des souples PP, le process de conversion, c'est l'extrusion cast. C'est de faire de la feuille souple en PP. Donc, si d'aventure on a des marchés qui se dessinent et si on tire par le marché, par le demande, il y a aujourd'hui encore des entreprises qui refusent de voir de la matière recyclée dans leurs produits qui sont sous-traités. Donc, tout ça évolue. Dans l'automobile, on fait déjà cette démarche-là depuis quelques années, mais il faut que ça se passe aussi dans d'autres secteurs pour que, alors, sans en venir peut-être au fait d'imposer, après c'est politique, c'est tout ça, je rentre pas dans tout ça, mais il faut que ça soit tiré par le marché. Et donc, si on met en évidence un débouché, si on valide que techniquement c'est possible, alors on s'arrangera pour capter les gisements et de faire en sorte que les recycleurs organiseront, dans la mesure de ce qui est possible, leur process pour pouvoir sortir les fractions qui sont demandées. Enfin, je m'avance peut-être en disant ça, mais j'imagine que c'est quand même ça. Merci. Il y a d'autres questions, Frédéric Non, je pense qu'on a épuisé Enfin, il y en avait un gros stock tout à l'heure. Donc, ce qu'on évoquait, en fait, j'ai vu avec Monsieur Collard, en fait, qu'il y a possibilité de répondre individuellement après à chaque question de manière plus spécifique, parce qu'il y en avait tout à l'heure un très gros flux, ça s'est un peu calmé. Mais j'ai peur que ce soit très fastidieux de les reprendre une par une, donc ça pourrait être pour des temps de pause ou en direct live. Oui, et puis bon, vous pourrez trouver nos coordonnées facilement. Si jamais des questions qui s'adressent à nous, n'hésitez pas. Enfin, voilà. Oui, Pour on ceux vous qui sont fera à un petit distance. récap et on le retraduira au fur et à mesure. Parce que dans le phasage, en fait, là, on va faire un petit break, c'était prévu. Donc, on a peut-être le temps encore pour une ou deux questions. Mais... Oui, justement, il y a peut-être une réaction de la part de Vincent Collard par rapport à Recyclas ou il a déjà, peut-être. Alors, 2 choses sur le chimique. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des rigides et je rejoins complètement ce qui a été dit par Yves et Nicolas. Ça fonctionne bien, le recyclage des rigides en PEPP, en mécanique. On ne va pas aller vers le chimique, en tout cas pas tout de suite. Sur les souples, c'est un autre débat. Le PP en mécanique, le souple PP en mécanique, on n'y arrive pas. Ce qu'on prouve depuis des années en Europe, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc, naturellement, on va aller vers le chimique parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Peut-être que demain, le recyclage mécanique arrivera, on arrivera à faire du film en mécanique, PP mécanique, retour contact alimentaire. Ce sera une belle évolution. Mais pour l'instant, il n'y a que le chimique qui a fait ses preuves pour recycler du film PP. Donc, c'est la direction qu'on prend. Et de toute façon, on doit se positionner Citeo d'ici fin novembre, fin cet automne, sur qui va recycler les films PP pour les 10 prochaines années qui arrivent. Et ils vont être recyclés, mais on ne sait pas encore par qui et en quoi. Et non, et sur le recyclage, c'est vrai qu'il y a la question de l'harmonisation. Enfin, moi, j'encourage tous les acteurs dans la salle, si vous exportez des produits, en effet, recyclage, c'est reconnu dans plein de pays. Circpac aussi, c'est intéressant tout ce travail qui est fait.
Donc n'hésitez pas, quand vous exportez, ces certificats peuvent être demandés par vos clients ou avoir de la valeur pour positionner vos produits. En France, on se rend compte qu'en voulant harmoniser, on n'arrive plus à refléter ce qui se passe concrètement dans les États. Je prends juste un exemple, on est le seul pays qui consomme du lait en PET opaque, on le recycle. Pas forcément, si on essaie d'harmoniser au niveau européen, on va dire non recyclable. On ne va pas se baser sur un seul pays qui fait différent des autres. Donc c'est un peu, avec l'harmonisation, on peut avoir des ratés comme ça, au niveau des situations nationales, de la réalité terrain. Et donc ça, c'est tout le travail qui démarre via la directive emballage et les normes là en ce moment pour voir qu'est-ce qui est harmonisable et qu'est-ce qui ne pourra pas l'être. Et puis voilà, et puis voir comment on peut rapprocher de ces 30 organismes qui définissent la recyclabilité, dont Recyclase, dont le COTREP, pour donner un cadre plus clair à tout le monde. Ok. Une petite dernière peut-être sur un aspect technique sur un emballage en fait qui sont multicomposites. Dans le cas d'un adhésif qui est collé, quel impact sur le recyclage par exemple, de packs étiquetés? Quel emballage? Très bon exemple. Dans le PET, on va laver entre 60 et 80 degrés les bouteilles. Dans les barquettes, les projets de recyclage lavent plutôt autour de 70 degrés. Il me faut un adhésif qui part au lavage un peu plus bas. Dans le PELPP, en France, on a des usines de régénération qui lavent avec de l'eau à température ambiante sans ajouter de savon, de soude. Alors là, bon, il faut trouver l'adhésif qui part à température ambiante. Mais si vous prenez une usine de recyclage de Veolia aux Pays-Bas, vous lavez à température, en montant la température, pour avoir une meilleure qualité de plastique. Et donc, du coup, aux Pays-Bas, on va donner une recommandation un tout petit peu différente. Et voilà, et c'est typiquement le type de débat qu'il peut y avoir sur l'harmonisation, de dire, tiens, est-ce que je mets 40 degrés dans l'eau? C'est le protocole recyclage. Est-ce que je mets température ambiante? C'est ce qu'on fait au COTREP. Parce qu'on essaye de refléter aussi des réalités. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter à l'emballage, aux matériaux. Là, j'ai parlé de plastique sur le carton, sur le verre, c'est encore d'autres sujets. On y travaille sur les étiquettes. Mais voilà, c'est le matériau sur lequel l'étiquette est posée est clé pour répondre à cette question. Merci. Et pour finir, j'aimerais bien voir la position de Veolia sur le recyclage chimique, justement. Quelles sont les perspectives, selon vous, de ce recyclage? Comment vous, au niveau du groupe Veolia, vous l'envisagez? Écoutez, le recyclage chimique, évidemment, on regarde ce sujet, c'est un sujet dans l'air du temps. On est circonspect. C'est-à-dire que pour l'instant, déjà, je n'ai pas vu d'usine, moi, perso. Ça fait 10 ans qu'on nous en promet, pour l'instant, il n'y en a pas. Et puis, le jour où on me donnera un prix d'entrée, je pourrais peut-être y croire. Mais à l'heure actuelle, impossible d'avoir le moindre prix financier, état financier de ce type de process, ce qui pose quand même pas mal de questions quand même. Et après, je vous parle pas du côté évidemment énergivore et bilan CO2 de ce système qui est quand même pas le meilleur quand on le compare au recyclage mécanique. Donc pour moi, nous, c'est quand même un point d'interrogation à l'heure actuelle. On sait que les process fonctionnent, c'est pas un problème technique, mais un problème écologique plutôt et surtout financier. Parce que lorsqu'on va vous demander 1 000 € la tonne pour entrer dans ce genre d'usine, ça va piquer un peu, quoi. Alors après, je vous dis 1000, voilà, c'est sans doute pas le cas, mais ça sera sans doute pas les niveaux de prix sur lesquels on se base pour le recyclage mécanique. C'est forcément un process qui va coûter beaucoup plus cher. Et donc, ça va se traduire forcément par des coûts. Et voilà.